Alors, merci beaucoup à la SOFCEP et à GC Academy de m'avoir proposé de présenter un cas clinique. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la présentation. Oui, très bien. Merci, c'est un plaisir, un honneur de vous présenter un cas. En fait, c'est plus un cas d'asymétrie mammaire majeure, plutôt compliqué à corriger, et en même temps une petite discussion sur les asymétries mammaires qu'on rencontre assez fréquemment en fait, dans les demandes d'augmentation mammaire. Donc, avec un petit rappel sur la classification, sur les traitements chirurgicaux, et ensuite le cas en lui-même. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a énormément d'asymétrie mammaire lorsqu'on voit des patients en consultation. Et une étude qui a été publiée en 2003 dans le PRS montrait que 88% des patientes qui consultaient pour une augmentation mammaire présentaient des asymétries. Alors, dans quasiment la moitié des cas, c'était des asymétries de volume. Et dans le tiers des cas, il y avait une ptose associée d'un côté, en fait, à corriger. Dans moins de 10% des cas, il y avait des malformations thoraciques. Et ce qui est intéressant en fait, dans cette étude, c'est de voir que quand même, il y a énormément d'asymétrie mammaire à corriger lorsqu'une patiente vient en consultation pour une simple augmentation mammaire. Donc, il y a différentes techniques qui sont couramment utilisées pour corriger les asymétries mammaires. Donc, toutes en fait prennent en compte deux critères. Tout d'abord, le volume des seins et ensuite la ptose associée à corriger. Donc, dans cette classification qui est parue en 2019, on voit donc que les auteurs séparent bien les seins de petit volume des autres volumes, volume moyen ou grand volume. Pour les seins de petit volume, eux, ils recommandent de traiter par une augmentation par implant asymétrique. Pourquoi pas, c'est une option. Et donc, ils distinguent bien les seins de moyen ou grand volume avec ou sans ptose. Donc, lorsqu'il n'y a pas de ptose, ils considèrent qu'il faut corriger l'asymétrie avec des implants asymétriques. Lorsqu'il y a une ptose, là, ils recommandent de réaliser soit une mastopexie, soit une réduction unilatérale pour pouvoir symétriser le volume des seins. Alors, cette classification, elle est intéressante, mais par contre, elle ne fait pas mention du lipofilling. Parce que c'est vrai qu'en pratique courante, on a vraiment tendance à utiliser énormément le lipofilling pour corriger des seins asymétriques. Donc, en règle générale, lorsque les seins sont de petit volume, on peut corriger une asymétrie mammaire uniquement par du lipofilling. Donc là, c'est le cas de la patiente en haut à droite. On voit qu'elle avait une grosse asymétrie, donc avec un sein tubéreux à gauche, une malformation complète du segment 3. Et donc, ça a pu être corrigé par du lipofilling, avec aussi un peu de lipofilling sur le sein contralatéral pour donner un galbe plus harmonieux. Lorsque le volume est plus important, donc lorsqu'on a des seins de moyen ou grand volume, là, généralement, on utilise des implants asymétriques ou on peut utiliser des implants mammaires symétriques, mais associés à du lipofilling pour corriger la symétrie au niveau du sein plus petit. Ensuite, donc le deuxième critère, c'est la ptose. Donc, lorsqu'il y a une ptose associée, là encore, le lipofilling est hyper intéressant. Lorsqu'on a une petite ptose de grade 1, c'est-à-dire minime, on peut corriger la ptose uniquement par du lipofilling, avec ou sans implant. Donc là, c'est le cas de la patiente en bas. Donc elle voulait une augmentation mammaire, mais elle avait une petite asymétrie. Elle avait le sein droit moins développé que le sein gauche, ce qui est extrêmement fréquent. Et plutôt que de mettre des implants asymétriques, j'ai fait une augmentation mammaire mini-invasive. Donc voie sous mammaire, petite cicatrice, 1,5 cm, et j'ai corrigé la différence de volume avec du lipofilling à droite. Et le résultat est plutôt correct. On peut sinon utiliser des mastopexies, mais la mastopexie, là, on va plutôt les utiliser dans les seins de moyen et grand volume. Donc maintenant, pour vous présenter le cas en lui-même, c'était une jeune femme de 28 ans qui avait déjà eu 2 grossesses. Elle présentait une malformation mammaire d'origine qui a été un petit peu aggravée par les grossesses. La flèche à droite était à 19, la flèche à gauche était à 15. Le segment 3 à droite était à 8 cm, le segment 3 à gauche était à 5 cm. Donc, elle avait une base mammaire à 12,5 à droite et 11,75 cm à gauche. Donc là, on voit bien de 3/4 qu'il y a les deux problèmes qu'on rencontre, c'est-à-dire
l'asymétrie au niveau du volume et l'asymétrie en raison d'une ptose du sein droit. Donc là, vous pouvez poser donc, les premières questions, s'il vous plaît. Donc, vous, quelle stratégie chirurgicale auriez-vous envisagé? Utiliser un couteau asymétrique, utiliser du lipofilling, utiliser plutôt des prothèses symétriques, faire une mastopexie? Merci. Toujours que 11 qui répondent. Hein. Beaucoup d'implants asymétriques, du lipofilling, ouais. Et bien sûr une majorité qui va utiliser une mastopexie à droite. Ouais. Il y a une autre question, c'est ça qui vient derrière. Hein. Ouais. Alors oui, là sur la vue de profil, on voit encore plus la symétrie. On voit vraiment le sein droit qui est volumineux et qui est ptosé, alors que le sein gauche est nettement plus petit et harmonieux. Donc là, on peut poser la deuxième question. Voilà, donc au niveau du planning chirurgical, vu l'importance de la symétrie, parce que c'est quand même majeur, est-ce que vous auriez fait une reconstruction en 2 temps, en plusieurs temps, tout en un temps, durant le même bloc opératoire, une reconstruction simultanée des 2 seins ou une reconstruction différée d'un sein par rapport à l'autre? Bon, Maxime. Donc, une majorité aurait fait une reconstruction en 2 temps. Ouais, parce que c'est très complexe. Et une reconstruction plutôt différée. C'est plutôt, je ne sais pas si c'est significatif, c'est plutôt moitié-moitié même. Hein. Ouais, c'est moitié-moitié, mais c'est vrai que la plupart aiment bien ne pas prendre de risques et tout faire en 2 temps. OK. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai préféré tout faire en un temps, dans le même bloc opératoire, pour pas que la patiente ait 2 anesthésies ou 3 anesthésies générales. Alors, donc, la stratégie en fait, que j'ai utilisée. D'abord, en consultation, il a fallu essayer des implants et la patiente voulait un gros volume. Donc, déjà, on avait choisi des implants de projection haute 460. Donc ça, c'était pour corriger le volume. Ensuite, au niveau de la forme, il a fallu tout symétriser durant le même bloc opératoire. Donc, ce que j'ai fait, en fait, moi, je fais des symétrisations dans le même bloc opératoire, mais en 2 temps. Je fais un premier temps de symétrisation sans implant, où là, avec la mastopexie, je vais aligner les 2 aréoles et je vais disséquer un lambeau glandulaire à pédicule supérieure qui va me servir ensuite pour modeler le segment 3 et pour couvrir l'implant. Ensuite, j'ai fait une augmentation mammaire mini-invasive au niveau du sein gauche, donc le sein qui n'était pas ptosé. Donc, voie sous mammaire, petite cicatrice, 1,5 cm, dual plane 2. Et donc là, on voit le résultat à 3 mois. Après, le dernier temps, donc j'ai positionné l'implant à droite pour que ça soit totalement symétrique. J'ai utilisé le lambeau glandulaire droit pour déjà recouvrir l'implant, pour le protéger, pour fixer le sillon également, pour que les sillons soient au même niveau. Et ensuite, j'ai terminé donc la mastopexie pour avoir une forme harmonieuse. Donc là, on voit le résultat. Donc tout a été fait dans le même bloc opératoire, en un seul temps, plutôt que de faire ça en 2 temps en plus.
On voit en fait le résultat à 3 mois, donc c'est vraiment symétrique par rapport à ce qu'elle avait avant. Alors, tout n'est pas parfait. En fait, il y a quand même une petite différence au niveau de la taille des aréoles. Donc, j'avais proposé de faire du tatouage au niveau de l'aréole gauche, mais en fait, elle n'a pas voulu. Elle était contente du résultat. Sur les autres vues, en fait, on voit de 3 cas. On a une nette amélioration de la symétrie des seins, avec notamment les aréoles qui sont bien alignées, les sillons qui sont au même niveau, et une forme qui est globalement ronde et symétrique. Et là, sur la vue de profil, on voit vraiment clairement. Donc là, c'est intéressant de voir vraiment l'orientation et la position des aréoles. On voit vraiment que le sein droit avant est complètement plongeant, alors qu'après, l'aréole est bien alignée et bien horizontale et bien centrée. Et au niveau du sein gauche, donc sur l'image de droite, on voit pareil que l'aréole est bien centrée, bien positionnée, et que la forme du sein est bien symétrique. Voilà. Donc, en conclusion, c'était simplement pour rappeler qu'il y a énormément d'asymétrie mammaire à corriger lorsqu'on fait des augmentations mammaires, que les 2 critères à prendre en compte et à corriger sont le volume des seins et ensuite la ptose associée. Contrairement en fait à l'algorithme de l'article paru en 2019, le lipofilling seul ou avec un plan est très très intéressant pour les seins de petit volume. Très souvent, le lipofilling seul permet de symétriser les seins et de donner des très bons résultats. Pour les seins plus volumineux, là, il faut envisager souvent une mastopexie et la plastie glandulaire avec un emblot glandulaire à pellicule supérieure est vraiment intéressant pour bien modeler le segment 3 et pour protéger l'implant. Voilà, je vous remercie énormément. Je remercie la SOFCEP, je remercie Michel et GC Academy. Je remercie Philippe et Antoine de m'avoir invité à ce webinaire. Merci beaucoup. Oh, c'est un beau cas. Hein. C'est un beau cas avec un très beau résultat. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'avais envie de faire une première remarque. C'était le fait de faire tout en un temps. Est-ce que c'est quand même pas un mieux pour essayer vraiment d'approcher d'emblée la situation, à condition de faire comme tu l'as dit, c'est-à-dire que tu as commencé par le côté le plus petit, enfin tu as positionné la règle, mais tu as commencé après l'augmentation du côté le plus petit. C'est un mieux peut-être parce que je me souviens d'une conférence il y a quelques semaines, je ne sais plus où, et de toute façon le deuxième temps peut arriver. Donc l'idée c'est de prévenir les patients qu'il y aura peut-être un deuxième temps, mais pourquoi pas tout faire en un temps, quoi. Est-ce que c'est pas ça l'esprit? Si, tout à fait. En fait, l'idée, c'est de vraiment travailler au maximum durant un seul temps opératoire, voilà, pour éviter que la patiente soit endormie de nouveau, paye de nouveau aussi, parce que c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Alors, le seul problème qui se pose, c'est plus avec certaines cliniques qui n'aiment pas qu'on passe trop de temps au bloc opératoire. C'est le seul problème avec certains directeurs de clinique. Mais pour la patiente, c'est quand même mieux. Ça ne peut pas exister, ça existe nulle part, ça, c'est pas possible. Et pour la patiente, voilà, c'est quand même mieux. Sur le plan médical, c'est quand même mieux de faire tout en fait en un temps. On avait évoqué aussi la question de soit modeler les seins d'abord et ensuite glisser les implants ou faire le modelage sur l'implant. Tu l'as évoqué, hein, tu as dit que tu positionnais d'abord ton aréole à droite et après que tu mettais l'implant à gauche et ensuite que tu modelais sur l'implant à droite, ou ça, je n'ai pas compris. Oui, c'est ça, en fait, je fais les deux, c'est-à-dire que je fais un premier temps de symétrisation déjà sans implant. En plus, ça me permet de disséquer le lambeau glandulaire. Ensuite, l'augmentation mini-invasive sur le sein qui n'est pas ptosé. Et un deuxième temps là, de symétrisation avec l'implant sur le sein qui est ptosé pour qu'on soit le plus parfait possible. Donc, en fait, il y a 3 temps durant la même intervention. Et est-ce que, enfin, je ne vais pas me poser des questions, mais est-ce que le fait que ce soit post-gravidique ne te semble pas plus facile? C'est-à-dire qu'en fait, le sein gauche, potentiellement, avec de la souplesse, on a eu un sein très jeune.
on n'aurait peut-être pas eu aussi facilement cette symétrie d'emblée, quoi, puisque quand on met des implants sur des seins jeunes, on a toute une adaptation, les tissus résistent beaucoup, ils se détendent tout doucement dans le temps, quoi. Est-ce que tu aurais fait la même chose avec des seins juvéniles? Ouais, honnêtement, j'aurais fait la même technique. J'aurais tout fait pour que la patiente ne s'endormisse qu'une seule fois, ne paye qu'une seule fois, et qu'on règle le problème Voilà. en une seule fois, en la prévenant qu'il y a toujours C'est des risques ça. de retouche secondaires. Peut-être qu'il y a plus de risques, je ne sais pas ce qu'en pensent Jean-Pascal et Christophe, mais sur une patiente jeune, il y a peut-être plus de risques que tu aies un comportement cutané en particulier qui soit un peu différent, quoi. Moi, j'ai trouvé que le volume était important, hein. Ouais. Quand on voit la différence de hauteur des sillons au départ et le volume de l'implant, on se dit, Ouais. oulala, le Ouais. risque de double sillon est important. Mais en fait, non, parce qu'elle a déjà eu des grossesses, en fait. Ouais. Je pense que dans ce cas-là, c'est l'avantage, hein, je pense. Et Aussi, le placement de... Oui, allez-y. ouais, Michel, ouais, aussi, bon, enfin, il faut fixer le sillon, hein. Tu sais, quand il y a des grosses asymétries comme ça, le sillon, il faut le fixer. Moi, je prends du non résorbable. Il faut que ça reste vraiment au même niveau et que ça ne bouge plus. Et la fixation de l'aréole, tu dis que tu le marques dès le début. Tu n'as pas peur qu'en faisant ta... Enfin, tu as expliqué que tu faisais ton modelage et après tu mets tes implants. Donc, de ce côté-là, c'est réglé, quoi. Mettre l'aréole, déterminer que tu mets l'aréole et ensuite glisser l'implant, si tu n'as pas eu la notion de pexie, la pexie remonte évidemment un peu l'aréole, donc il faut vraiment faire sa symétrisation cutanéo-glandulaire et ensuite, bien sûr, glisser les implants. Ouais, c'est pour ça que je fais 2 temps de symétrisation, sans l'implant et après avec l'implant, pour qu'on soit le plus parfait possible. Super, c'est pas un cas facile, hein. J'ai Christophe, déjà tu eu veux faire un... Ouais, J'ai déjà eu sur des plexis comme ça, avec des gros implants, des défauts de couverture en fait du pôle inférieur de l'implant. Et quand tu as une désunion sur le T et que tu n'as pas suffisamment de couverture glandulaire sur l'implant, ça peut être, on peut perdre l'implant en fait, hein. Voilà, ça m'est arrivé une fois. Il y a des cas aussi au niveau juridique, il faut éviter de faire du bricolage au cabinet quand on a des désunions, quoi. Il faut passer la patiente au bloc, hein. Je ne sais pas ce qu'en pense, tu as l'air d'être d'accord, Jean-Pascal, peut-être que Christophe, là c'est pareil, on a la pression des cliniques, mais Tu dis que si on a le moindre doute d'enlever l'implant? non, mais quand il commence à avoir des désunions, refaire des sutures, remettre des points comme ça, si ça part en... Je pense qu'on ne reprochera jamais d'enlever un implant pour pas grand-chose que de le laisser pour trop. Parce que là, ça risque, quand ça commence à dauber, ça daube. Souvent, c'est le week-end, c'est les vacances, c'est le truc. Donc, et que l'implant, tu peux l'enlever assez facilement, quitte à revenir après. Okay. Oui, de toute façon, dès que tu as une petite exposition, il faut repasser au bloc, faire une procédure de sauvetage, tout renettoyer, l'implant, la loge. Oui, on est obligé de faire ça au bloc opératoire. Il y a pas mal de dossiers de tentatives de sauvetage comme ça en bricolant et ça se passe jamais bien au niveau juridique, hein. C'est-à-dire qu'on demande pourquoi on n'a pas fait ci, pourquoi on a fait ça, pourquoi on a fait des points. Pour peu qu'après il y ait un sepsis derrière, voilà quoi. Enfin, ouais, tu veux dire en cabinet? Ouais. Je Oui, te vois émettre débuter un léger sourire. Je pense qu'effectivement, ça peut être tentant de gérer ça, mais il faut vraiment faire gaffe. Oui, et puis en plus, c'est l'intérêt de faire un lambeau glandulaire pour recouvrir le pôle inférieur de l'implant. Ça protège l'implant. Déjà, ça permet de modeler le segment 3, ça sera plus joli. En plus, ça protège l'implant. Donc, si jamais il y a une petite désunion, au niveau du T, par exemple, il n'y aura pas de problème d'exposition. Des questions?